Des gens qui portent du vernis ou des robes, mais où va le monde? C'est quoi ces hommes soja là? Avant, on était musclés et on se battait à main nue. Le rose, c'est pour les filles, et le bleu, c'est pour les garçons. Bon, vous avez compris, aujourd'hui on va parler de l'homme, viril, masculin, celui qui est décrit depuis plusieurs années. Ça, en ce moment, on l'entend beaucoup chez les gourous masculinistes, mais ça date pas d'hier évidemment, ça fait des décennies qu'on a construit cette image de l'homme. Et je sais que ça avait commencé à poser question il y a quelques années, lorsque Harry Styles avait porté sa fameuse robe sur la couverture des magazines, et que tout le monde avait fait « Gneu, c'est pas un vrai homme, ramenez les vrais hommes comme c'était avant les hommes ils étaient virils et pas les hommes d'aujourd'hui ». Et cet appel à la nature, ou plutôt du coup à l'histoire, me gonfle profondément de manière générale, et dans ce cas-là particulièrement, puisque c'est très faux et c'est très simpliste. En fait, le problème principal que l'on a, c'est qu'on applique notre vision de la masculinité, de la virilité, à toute la masculinité de l'histoire de la Terre entière. Alors évidemment, dans ces vidéos, je vais essayer de démonter un petit peu ce truc-là, en vous parlant notamment de la manière dont les hommes sont représentés dans les films et les séries historiques. Vous avez compris que c'est un petit peu ma cam, voilà. Et je ne vais pas m'étendre sur la vision de l'homme dans d'autres cultures, puisque sinon on n'a pas fini, hein, la vidéo va durer 3 heures. En fait, le souci, c'est un petit peu comme l'iPhone Face, où on appliquait nos standards de beauté féminin actuels aux femmes de toutes les époques de l'histoire. Là, on applique notre vision de la masculinité et de la virilité actuelle à toutes les époques de l'histoire. Considérez un petit peu cette vidéo comme une réponse à l'iPhone Face, mais du coup pour les mecs. On demande à tous les acteurs d'être musclés. C'est un espèce de b.a.-ba, de case à cocher. Si t'es pas musclé, ça marche pas, puisque la majorité du temps, on va les voir torse-poil, parce qu'il y a toujours des scènes de cul quelque part, donc c'est un peu une obligation, on va dire. Alors si on parle un petit peu de l'histoire de la musculation, bien sûr que des hommes musclés, il y en a toujours eu dans l'histoire. Ceux dès la Grèce antique, on sait parce qu'il y avait les sportifs lors des Jeux Olympiques qui étaient plutôt musclé, mais il faut se dire que la musculation telle qu'on le voit aujourd'hui, c'est-à-dire une musculation dessinée, le fait d'être musclé parce que ça rend plus beau, ça rend plus viril, comme on le voit beaucoup aujourd'hui, c'est quelque chose qui est extrêmement récent, puisqu'avant on se musclait juste parce que fallait faire du sport et parce qu'il fallait être en bonne forme physique. Aujourd'hui, il n'y a pas que ça, on est d'accord sur le fait qu'un mec qui soit musclé, il faut aussi que ce soit joli à voir, bien sûr. Donc, c'est ce qu'on appelle le bodybuilding, hein, finalement, sans parler des extrêmes du bodybuilding, évidemment, et ça date plutôt du 19e siècle et surtout de l'époque hollywoodienne, bien sûr, où tous les acteurs, globalement, ont petit à petit dû se conformer à ce standard-là. Et comme le dit très bien le site masculin.com, après tout, que ce soit pour combattre les éléments ou d'autres hommes, nos aïeux ne devaient compter que sur leur ruse et leur force physique pour parvenir à leur fin, et seuls les plus forts d'entre eux ont fini par marquer l'histoire. Ah oui, eh bien vérifions ça. J'ai pris les exemples de 3 grands hommes de l'histoire de France, c'est-à-dire Charlemagne, Louis XIV et Napoléon. 3 époques totalement différentes. On n'a pas toujours des descriptions physiques de nos souverains masculins, pour la simple et bonne raison que quand ils étaient pas moches, on les décrivait pas. En général, les descriptions physiques, c'est soit pour encenser la beauté de quelqu'un, je pense notamment aux femmes, ou pour au contraire descendre un mec, politiquement parce qu'il est moche. Prenons donc l'exemple de Charlemagne, qui était gros, robuste et d'une taille élevée. Donc globalement, il était grand, mais il n'était pas particulièrement musclé, bien au contraire. Alors, Louis XIV, il est décrit comme quelqu'un de plutôt beau, hein, il avait des beaux yeux, il avait des traits plutôt fins, mais le visage grêlé, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Par contre, il avait une hygiène de vie absolument déplorable, il avait les dents pourries, il a eu des problèmes de santé toute sa vie parce qu'il bouffait comme un gros porc. Je doute du coup qu'il était musclé. C'était, je pense, le cadet de ses soucis de se muscler, globalement. Et enfin, Napoléon, on a une description très précise de lui en 1815, donc à la fin de son règne. Il est mal fait, petit de taille, avec une grosse tête, sa corpulence est telle que son estomac se projette en avant considérablement, il a de vilaines dents. Bon, c'est quelqu'un qui l'aimait pas. Mais quand même, on a une description assez précise de Napoléon, qui était pas aussi petit d'ailleurs que ce qu'on pensait, et qui n'était donc pas réputé pour être musclé non plus. Vous avez compris le point, là où je veux en venir. En fait, les hommes de l'histoire de France, on cherchait pas à ce qu'ils soient musclés.
Il y en avait sûrement qui étaient pas trop mal foutus, etc. Mais pour ça, ça veut dire qu'il fallait faire du sport régulièrement, chose qui n'était pas très courante, qui n'était pas quelque chose d'ancré dans le quotidien comme ça l'est actuellement. Le fait d'être beau, ou en tout cas d'être puissant, c'était plutôt d'être grand. C'est vrai que le fait d'être grand, c'était plutôt apprécié. Mais surtout, pas particulièrement d'être fin, au contraire, puisque plus vous êtes un petit peu en chair, un petit peu robuste, un petit peu carré, plus ça veut dire que vous êtes riche, hein, parce qu'accéder à la bouffe, globalement, c'est quelque chose plutôt réservé aux riches. Alors pareil, hein, dans cette vidéo, je le précise, je parle de la beauté des élites, hein, je parle pas des autres, parce que les autres c'est plus compliqué à définir. Des hommes musclés, on en a des tas hein, dans l'art, hein. C'est le beau à l'antique, le nu à l'antique, le nu idéal, bref, ce que vous voulez. Mais c'est vrai que c'est compliqué d'aller au-delà d'un idéal, c'est-à-dire un héros grec par exemple, parce que les hommes nus musclés qu'on a dans les tableaux, c'est souvent des modèles masculins héroïques. Et quand c'est des modèles un peu plus réels, je pense notamment au tableau de Caravage, ils sont pas si musclés que ça. Bon, vous l'aurez compris, j'ai très peu d'éléments à vous fournir concernant la musculation masculine, ce qui prouve quand même que c'était pas vraiment quelque chose d'important. Alors que quand on regarde toutes les fictions historiques, ça soit séries, films, de n'importe quelle époque, ça va de l'Antiquité, je suis même presque sûre de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, tous les mecs sont musclés. C'est une obligation, à partir du moment où tu les vois torse nu, ils seront musclés. Enfin, ou alors, ils le sont pas, mais ça veut dire que c'est des personnages négatifs, ou en tout cas, c'est pas les héros, c'est pas les love interests. Ce qui, évidemment, nous intéresse ici. Je pense notamment à Henry Cavill qui a joué dans la série Les Tudors entre 2007 et 2010, qui s'est plaint du fait qu'il arrêtait pas d'être torse-poil dans les fictions dans lesquelles il jouait. Et notamment dans Les Tudors, il en parle, ça avait commencé réellement à le gonfler. Vous vous moquez de moi ? J'ai dû commencer à dire au producteur « Arrêtez de m'obliger à me déshabiller ». Une année, ils m'ont dit « Pour la photo publicitaire, on va te mettre torse nu en train de tenir un cheval ». J'ai répondu « Pourquoi diable suis-je torse nu ? Mon personnage a changé, c'est un mec morose et déprimé ». Ils m'ont dit « Oui, mais les gens adorent ça. » Henri, je te kiffe. Et Henri a raison, ça n'a aucun sens d'être torse-poil sur un cheval, hein, on est bien d'accord. Mais, ne mentez pas, on l'a déjà vu dans plein de séries et de films, cette scène-là avec le mec torse-poil à cheval. Donc je vous disais, la musculature, c'est pas un critère. En revanche, la beauté masculine passe surtout par la manière dont les hommes s'habillent. Et ça y est, on en vient au sujet principal. Bon, avant de continuer la vidéo, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, même si vous avez été nombreux et nombreuses à le faire sous la dernière vidéo, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo si ça vous plaît. Je fais des vidéos sur la mode dans l'histoire et je critique très largement les fictions historiques qui en parlent. Donc si ça vous plaît, rejoignez cette petite communauté et merci beaucoup pour votre soutien et toutes ces nouvelles arrivées, c'est incroyable. Si je vous dis homme viril, dans votre tête, vous allez penser sûrement à un mec du coup musclé, ou en tout cas avec une barbe, avec un costume 3 pièces, ou en tout cas un truc un peu genre une chemise, quelque chose d'un peu, voilà, qui montre sa puissance masculine. Et en fait, ce stéréotype-là que vous avez imaginé, il est très très récent, on va dire qu'il date plutôt du 19e siècle, voire aller à la limite à la fin du 18e siècle, au moment de la Révolution française. Parce que alors, la virilité et l'homme, de manière générale, mais alors c'est un panel de vêtements, de tenues, de manières de considérer l'homme et le masculin. Alors, au Moyen-Âge, on portait des tuniques, donc un peu des robes finalement. On portait des tuniques et on portait des braies. Il n'y a pas de pantalon à l'époque, ça n'existe pas de pantalon. Et alors surtout, les mecs portaient des chapeaux de merde, des chapeaux vraiment immondes. Bon, j'exagère, il y en a qui sont pas trop mal, mais quand même, ça leur donnait une sacrée gueule, sans parler des coiffures. Hein, clairement, la petite coupe au bol, on adore, c'est la meilleure. Et surtout, on est sur des tenues extrêmement colorées, hein, rouge, jaune, bleu, vert. On n'est pas du tout sur le gris, le noir, le bleu marine qu'on connaît aujourd'hui quand vous allez dans un magasin pour aller acheter des vêtements pour mecs, hein, c'est que ces couleurs-là. À l'époque, les couleurs, c'était très important, c'était signe de richesse. On va dire que l'apparition du noir, du gris, etc., ça a apparu à la Réforme protestante, donc on est à la fin du Moyen-Âge. Mais tout le long du Moyen-Âge, c'est quand même des couleurs qui sont privilégiées. À la Renaissance, du coup, on a le pourpoint qui apparaît, avec la chemise en dessous que l'on voit un petit peu par inadvertance au niveau des manches, au niveau du col. On a la culotte, j'adore la culotte, quand elle est bouffante, c'est merveilleux, c'est la plus belle.
avec des collants, en tout cas des bas, hein, plutôt, on pourrait même plutôt qualifier ça de bas. Et autant dire que quand on voit tout ça, entre les bijoux, il y en a même qui portaient des boucles d'oreilles, on est très très loin de la vision de la virilité que l'on peut avoir. La seule marque de virilité qui était connue à cette époque, c'était la braguette. Un truc pour mettre en avant Je peux pas le dire parce que j'ai pas envie de me faire démonétiser, mais vous avez compris. Le 17e et le 18e siècle, on va dire que là, c'est la farandole de la non-virilité pour nous. Hein. Là, clairement, on part sur des perruques, on a le maquillage avec le blond sur le visage pour montrer qu'on est riche, le fard à joues, les mouches, et les hommes portaient des talons. Voilà, et d'ailleurs, les femmes ont commencé à en porter par la suite, et les hommes les ont critiqués en disant « Ouais... C'est Michel, tu donnes pas de nouvelles, on peut pas te faire confiance. » Et les hommes, en fait, ont commencé à critiquer les femmes par rapport à ça parce qu'elles leur ont piqué les talons. On va dire qu'après, au XVIIIe siècle, ça se calme un petit peu. Hein, les cheveux sont naturels maintenant, même s'ils sont toujours très longs. Avec la redingote à la française, qui se rapproche un peu plus de ce qu'on connaît hein, des vêtements d'hommes, des vêtements masculins. Ce qui va continuer au XIXe siècle avec l'apparition de la redingote, du costume 3 pièces avec le veston, etc., la cravate. Et ça va se transformer petit à petit au costume qu'on connaît actuellement. Donc on va dire que, ouais, quand même, XIXe siècle, on commence à voir l'homme tel qu'on imagine. Et d'ailleurs, petite note sur les barbes. Hein. La barbe, ça devient vraiment un marqueur masculin qu'à partir du 19e siècle. Avant ça, vous regardez tous les portraits, toutes les statues, les mecs portent rarement la barbe. Quand on regarde les barbes, notamment à l'Antiquité, c'est notamment des hommes sages, des empereurs, effectivement des gens qui peuvent être un peu puissants, mais de manière générale, on privilégie quand même le fait de se raser de près. Il n'y avait pas de mode de la barbe. Contrairement à aujourd'hui, la barbe c'est un peu un must-have si tu veux être un homme viril et fort. Même chose pour le rose et le bleu. Aujourd'hui, le rose c'est pour les filles, le bleu c'est pour les garçons. Ça n'a pas été ça pendant des siècles. Le rose a été très longtemps associé aux hommes, parce que le rose c'est une couleur qui est en dessous du rouge, et le rouge symbolise la guerre et la puissance. Après, bon, je parle des couleurs, autant dire que dans les fictions, les hommes ne portent pas de couleurs, ok ? Les femmes non plus d'ailleurs, hein, mais dans les fictions historiques, on ne porte que du noir, du gris, des couleurs extrêmement ternes, évidemment, ce qui est l'inverse de ce qu'on portait pendant des siècles. Et on va dire que l'image de l'homme dans les fictions historiques, on est très 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 loin de ce que je viens de vous raconter. Très très loin. Pour le Moyen-Âge, c'est pas compliqué, les mecs sont toujours en armure. Ils sont toujours en armure. Il y a toujours une petite cotte de maille qui traîne, une petite tenue, une petite armure qui traîne. Alors on adore le cuir par contre. Alors le cuir, il y en a partout. Dans toutes les fictions du Moyen-Âge, il y a du cuir et du cuir. Les armures en cuir bouilli, c'est extrêmement rare et c'est pas du tout quelque chose de répandu. Concernant les vêtements civils, du coup, il y en a très peu et la plupart, du coup, c'est de l'invention totale. Hein. C'est rare que je me sois dit « Oh, ça c'est tout à fait réel ». Dans The King, j'en ai déjà parlé, c'est le peignoir royal, hein, comme je l'appelle. Il porte un peignoir, hein, littéralement. Et dans d'autres fictions, ça va être plutôt des tenues en cuir, encore une fois, parce qu'on adore le cuir. Hein. On va leur mettre des bottes jamais portées par les hommes du Moyen-Âge, hein, vraiment pas. On avait des chaussures basses comme tout le monde. Bon, quand on compare, on va dire, des reconstitutions historiques avec des hommes qui portent des costumes réellement portés par les gens au Moyen-Âge et des fictions historiques, on est vraiment sur deux opposés. Très clairement, ça n'a rien à voir. Alors évidemment, il y a une raison à ça, c'est que les vêtements du Moyen-Âge pour les hommes, alors là c'est d'un... Pour nous, c'est ridicule. Ces grands chapeaux, ces grands vêtements pleins de couleurs, etc. Puis alors les poulaines, c'est quand même le must. On est très loin de l'image de la virilité sexy que voudraient transmettre les productions hollywoodiennes. Et c'est en ça, par exemple, que Les Visiteurs est vachement plus historique. Les vêtements dans Les Visiteurs sont hyper crédibles. Et pourquoi ils sont réalistes ? Alors déjà parce que c'est une production française. En général, dans les productions françaises, on fait des efforts sur les costumes, il faut le dire. Mais aussi parce que Les Visiteurs, c'est une comédie. On rit de Jacouille et de Godefroy Montmirail. Donc on rit aussi avec leurs vêtements. Donc ça en dit long quand même sur la vision de la masculinité que l'on a dans notre imaginaire collectif. La Renaissance. À la Renaissance, c'est le men à non fin. Vraiment, on se lâche sur les productions sur la Renaissance. On a toujours la même chose dans les productions Renaissance. Bon, sans parler des vêtements totalement inventés. Ça, c'est un classique. Reine, si tu passes par là, et tu auras un jour le droit à ta vidéo. Comme les mecs de la Renaissance portaient des chemises que l'on voyait un petit peu, ils se sont dit, on va pas juste les voir un petit peu. On va les voir, les chemises. Donc, ce qu'on va faire, c'est que les pourpoints, au lieu de les fermer, parce que ça se porte fermé, on va les ouvrir. Comme ça, les pourpoints, ils servent à rien, mais on voit la chemise. Et limite, on voit un petit peu le torse, voilà. Et il y a encore des pourpoints en cuir. Envie de crever, vraiment, c'est
arrêtez avec le cuir. Je pense du coup aux Tudors, qui est une série que je connais bien. Les pourpoints qui sont portés n'ont souvent aucun sens, même s'ils en portent. Je pense notamment à une photo promotionnelle où vraiment Jonathan Rhys Meyers a un pourpoint dans un tissu un peu brillant qui ne fait aucun sens, mais ça fait riche. Comme ça fait riche, ça lui permet de ne pas porter de bijoux, parce que porter des bijoux, c'est pas viril, vous voyez. Alors que quand on regarde les portraits des hommes de la Renaissance, mais alors des bijoux, ils en portaient. Mais alors ils en portaient un max, parce que c'est ça qui était signe de richesse. Et alors il y a même des photos où Jonathan Rhys Meyers, il a un pourpoint sans manches, donc on voit ses bras musclés. Enfin, que dire à part que c'est merveilleusement con, j'adore, vraiment c'est incroyable. Petite mention, un peu comme pour les visiteurs, à la série My Lady Jane. Bon, j'ai pas du tout accroché à cette série, je l'ai trouvée terriblement téléphonée, mais les costumes sont vraiment pas dégueux, on sent qu'ils ont fait un effort sur les costumes, mais ce qui me fait rire, c'est que les costumes, par exemple, on retrouve les culottes, on retrouve les bas dont je vous parlais tout à l'heure, mais plutôt sur les personnages secondaires, les personnages où on va juste les voir passer, je pense notamment au père de Jane, qui est un personnage comique. Mais par contre, le love interest de Jane dans la série, il a pas ça. Il a pas la culotte, il a pas la tenue typique d'un mec de la Renaissance. Il a le pourpoint ouvert avec la chemise visible et les bottes. Concernant le XVIIe siècle, c'est très aléatoire. Des fois, c'est plutôt bon, des fois, c'est la catastrophe. Je pense notamment aux mousquetaires. Alors, je veux bien. C'est une fiction, nanani nanana. Mais pas vraiment, Les mousquetaires, c'est quand même dans une époque très définie, qui est celle de Louis XIII avec Richelieu, et les mousquetaires, ça reste un ordre qui a existé. Voilà, pas dans ce qu'on imagine avec Alexandre Dumas, mais qui a existé. Les mousquetaires, soit ça fait un peu déguisement quand on pense aux vieilles productions, soit comme le film le plus récent, ils sont sales. Ils sont juste dégueux, c'est noir, encore une fois, c'est gris, noir, ils ont des barbes dégueulasses, t'as l'impression qu'ils se sont baignés dans la crasse. Ça, c'est un truc qu'on retrouve beaucoup dans les productions hollywoodiennes. Je pense notamment aux périodes médiévales et à la période justement mousquetaires, etc. Quand ils sont un peu guerriers, les mecs, quand ils se battent un peu, ils sont toujours crado. Parce que les hommes, ça se lave pas, vous voyez. Ça c'est sale. Ça voit un tas de terre, ils se disent vas-y, j'y vais quoi. Je fonce dedans, ça me refera une petite beauté. Sinon, je vais prendre l'exemple de la série Versailles, parce que, Versailles, tout simplement, qui m'a fait beaucoup rire parce que les costumes sont ok tiers. Il y a plein de choses qui vont pas, mais on va dire que dans l'ensemble, il y a eu un effort de fait. Mais ce qui me fait beaucoup rire, c'est que vraiment, Louis XIV, il est BG au point que c'est pas une perruque qu'il a, c'est des cheveux longs. C'est-à-dire qu'à l'âge de 19 ans, Louis XIV n'avait plus d'un poil sur le caillou. Il avait été malade, il avait perdu tous ses cheveux, et c'est pour ça qu'il a ensuite mis, on va dire de façon obligatoire, la perruque pour tout le monde. Et c'est pas des perruques genre on a l'impression que c'est des vrais cheveux comme aujourd'hui, c'était des perruques en crin de cheval, c'est des machins qui étaient énormes, hyper lourds sur la tête, qui grattaient as fuck. Donc le fait que dans la série il ait vraiment des cheveux longs de bébé comme ça qui coulent, ça me fait extrêmement rire. Voilà, sans parler du fait que il est parfait, il est pas maquillé, il est pas grêlé, voilà. Ce qui était pourtant le cas pour Louis XIV, même s'il était plutôt beau pour son époque, mais voilà. Sinon, la série télévisée française sur Louis XIV était vraiment pas dégueu. Voilà, si vous voulez un comparatif, je trouve que celle-ci, pour le coup, a vraiment fait des efforts. Comme je vous disais, les productions françaises font beaucoup d'efforts. Je pense notamment à ces deux séries que j'ai regardées quand j'étais enfant. La série sur, du coup, Versailles et Louis XIV, et la série sur Madame de Pompadour. Vraiment, les costumes dans ces deux séries sont très très bons, ils sont très très chouettes. Pour ce qui est du XVIIIe siècle, bon, c'est pas très compliqué. Je pense notamment à la série Marie-Antoinette. Alors, ne parlons pas des perruques de Marie-Antoinette, parce qu'elles sont atroces. Les costumes sont pas dégueux, en même temps, c'est pas très compliqué. Les costumes du XVIIIe siècle, c'est des redingotes à la française, c'est l'habit à la française, c'est une veste avec un veston, enfin bref, ça ressemble vraiment beaucoup à ce que nous, on connaît actuellement. Pareil pour les cheveux, c'est pas compliqué, ils ont juste à avoir les cheveux à l'arrière attachés, il y avait même pas besoin de perruque, puisqu'à l'époque, ils ne portaient plus de perruque. J'ai envie de dire, c'est pour rater un costume 18e siècle, il faut quand même le faire. Globalement, les productions, ça va, respectent à peu près. Pour les hommes, en général, ça va. C'est plus pour les femmes où là, ça commence à être un petit peu compliqué. Mais pour les mecs, ça va. Bizarrement, personne n'a voulu faire de film sur les incroyables et merveilleuses, qui est cette période merveilleuse de la fin du 19e siècle, entre 1790 et 1800, avec des hommes qui ont commencé à avoir un style vestimentaire tout à fait approximatif et absolument atroce. Vraiment, je comprends pas pourquoi il y a eu aucune production avec eux. Moi, je veux voir ça un jour. Pour le 19e siècle, je vais lui accorder une petite marge de manœuvre.
On est sur des époques évidemment qui sont très différentes à chaque fois, notamment pour les femmes. Pour les hommes, c'est resté à peu près constant. On commence à voir apparaître le costume 3 pièces, la redingote, les choses que l'on connaît du costume masculin classique. Mais bon, faut peut-être pas déconner non plus. Il y a quand même des gimmicks qui reviennent régulièrement. Je pense notamment au fait que les mecs au 19e siècle dans les fictions ne savent pas se saper. C'est-à-dire qu'ils ont toujours des vêtements où t'as l'impression qu'ils se sont habillés rapidement, ils ont des trucs souvent pas ajustés. Alors, il y a eu une période au 19e siècle où les hommes n'avaient pas de costume ajusté. Mais ça n'a pas été tout le long du 19e siècle, bien au contraire, les costumes masculins étaient quand même très ajustés, avec notamment ce col qui allait juste ici, que l'on ne voit quasiment jamais. Les seules fois où je l'ai vu, c'est dans Nosferatu. J'ai fait une vidéo dessus. Et le film Emma, voilà, là on voit vraiment le col qui va jusque là. Sinon ils l'ont jamais. Alors on sent par exemple dans Bridgerton où on sent qu'il y a eu un petit effort de cravate, mais... Et sinon, vraiment t'as l'impression qu'ils savent pas s'habiller. Colin, dans la saison 3, j'en ai déjà parlé, c'est le Marlborough Man, et il est clairement pas habillé comme un mec de la régence anglaise, fils d'une famille noble, il est habillé comme l'archétype de l'homme romantique des tableaux du 19e siècle. Pour le reste des films traitant de la seconde moitié du 19e siècle notamment, bon, encore une fois, rien de compliqué, c'est un peu comme le 18e siècle, les costumes, pour le coup, c'est pas très compliqué de rendre un mec sexy dans un costume du 19e siècle. C'est mon avis très personnel, mais je vous le dis. Et donc, on trouve régulièrement des costumes masculins plutôt corrects. Je pense notamment au film Belle Amie, qui est une adaptation du roman de Maupassant de 1885, où les costumes de Georges Duroy sont clairement bons, vraiment, on sent que ça a été un peu ajusté, il a son petit veston, sa petite cravate, etc. Je suis contente de parler d'un film avec mon petit Robert, ça me fait plaisir. Par contre, vous l'aurez compris, dans ces films, on a un archétype masculin du 19e siècle. Les dandys, on ne les voit jamais. Pourtant, les dandys, ça a été une mode hyper présente au 19e siècle et très très loin d'être une minorité. Il y avait beaucoup d'hommes qui étaient en dandy parce que c'était cool, quoi, c'était à la mode. Que déjà, à leur époque, ils étaient critiqués pour l'image de l'homme qu'ils renvoyaient, de la masculinité qu'ils renvoyaient, puisqu'on commence à avoir cette vision très virile de l'homme à partir de cette époque-là. Donc, présenter un dandy comme le héros de ton histoire et qui est censé être beau et séduisant pour le public, ça va être un peu compliqué, ça va pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr. Alors je sais ce que certains et certaines vont sûrement me dire, tu compares des époques totalement différentes, tu compares des usages différents de la mode vestimentaire, tu peux pas comparer un mec qui se maquille aujourd'hui avec un mec qui se maquille au 18e siècle. C'était pas du tout pour les mêmes raisons, nanana, je sais. Et il y a des aspects féminins qui n'étaient pas bien vus à ces époques-là. Il y a certaines attitudes, même si encore une fois on pourrait en parler pendant des heures, les fictions historiques présentent une attitude de l'homme dans toute l'histoire. Évidemment, les hommes dans l'histoire n'ont pas été tous les mêmes, ne se sont pas comportés de la même manière, que ce soit par rapport aux époques ou aux classes sociales, bien évidemment. La féminisation de l'homme viril, ça a été un sujet. La masculinisation de la femme, ça a aussi été un gros sujet. Je veux dire, les stéréotypes de genre existent depuis des siècles. Ce que je critique, c'est plus qu'aujourd'hui, quand il y a un homme qui se maquille, qui met une robe, qui met du vernis, on va faire un appel à l'histoire et à la nature en disant « mais il y a 500 ans, les mecs, c'était des vrais mecs et ils étaient en armure et ils allaient se battre à main nue contre... » Non. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que des versions de la masculinité, il y en a eu plein, et être viril au Moyen-Âge, c'est pas comme être viril aujourd'hui. Ce que je voudrais dire, en fait, dans ces vidéos, c'est que les hommes font ce qu'ils veulent, parce que leur apparence physique et vestimentaire a tellement changé à travers les siècles, que la vision de la masculinité va encore évoluer dans le temps, très clairement. Qu'on arrête de faire un appel à l'histoire pour critiquer le choix de certains mecs de faire ce qu'ils veulent de leur corps et de leur visage, et surtout... ça impacte notre vision de l'homme, parce que comme vous l'avez compris, tous les hommes de n'importe quelle époque, Antiquité, Moyen-Âge, 18e, etc., dans les fictions historiques, ils ressemblent toujours à la même chose. Il y a toujours les mêmes archétypes, le même principe que la fun face, c'est-à-dire qu'une femme maquillée comme une femme d'aujourd'hui qui est transportée au Moyen-Âge, ça marche pas. Un mec qui représente la virilité d'aujourd'hui à l'époque du Moyen-Âge, ça marche pas non plus. En fait, ça nous induit dans notre tête que au Moyen-Âge, les hommes, ils étaient tous comme ça, ou à la Renaissance, ils étaient tous comme ça. C'est pas vrai. La manière dont on voyait la virilité il y a 500 ans, elle est regardée un peu d'une manière de... ouais, mais si on fait ça avec nos acteurs d'aujourd'hui, ils auraient pas l'air sexy, ils auraient pas l'air virils et ça marcherait pas parce que les gens, ils trouveraient ça ridicule, trop efféminé, trop gay, etc. Vous avez compris un petit peu ma réflexion. Je trouve ça dommage que l'on applique beaucoup trop facilement et systématiquement notre regard d'aujourd'hui à des personnes qui auraient vécu il y a plusieurs siècles. Et
Ce que je critique avec l'iPhone Face, c'est la même chose que je critique avec la vision des hommes. Alors je suis la première à être contente de voir un beau Simon dans Bridgerton, mais à un moment donné, il faut être réaliste, c'est pas du tout l'homme de la régence. Je vais arrêter cette vidéo tout de suite. On pourrait débattre encore pendant des heures. Si vous voulez le faire, l'espace commentaire est là pour ça. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux, Instagram, Twitch, et également sur ma chaîne Passé Sanglant. Et je vous retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!